Petit hommage à notre ami Erika Verel qui essaye depuis longtemps d'instiller un rien de géologie dans le crâne des complotistes. À l'approche du 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, la complosphère s'enflamme. L'homme a-t-il vraiment marché sur la Lune et ramené des pierres lunaires? Ou alors est-ce encore un énorme complot de la NASA? Une récente découverte d'une pierre de la Terre ramenée de la Lune par la mission Apollo 14 semblerait indiquer que, en fait, l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune et a été ramassé les cailloux dans un parking. Sous peu, une preuve à l'authenticité absolument discutable va être fournie sur le net par un ex-employé de la NASA qui s'appelait Steve Minecraft et qui était en train de piocher des cailloux dans un parking. Vous le voyez à l'œuvre d'ailleurs sur la photo qui indique bien qu'il s'agit du parking de la NASA puisque c'est écrit en grand en haut à gauche sur le véhicule Assembly Building. Bien évidemment, il s'agit d'un montage de ma part parce qu'il est impossible d'utiliser un extrait d'une vidéo d'un des gourous pour démontrer la vacuité du propos, parce que ce dernier va immédiatement vous attaquer pour droit au copyright et faire striker votre vidéo, c'est-à-dire la faire retirer de YouTube. On admire la manœuvre. Soyons sérieux, parlons un peu science. Lors de la création du système solaire primitif, le Soleil s'est retrouvé entouré d'un nuage de caillasse, il n'y a pas d'autre mot, d'un diamètre compris entre quelques centimètres et plusieurs centaines de kilomètres, composé principalement de silicate, de fer et de nickel dans un mélange relativement hétéroclite. Comment le savons-nous? Parce que les météorites les plus anciennes découvertes sur notre planète, datant d'il y a environ 4 milliards d'années et demie, sont exactement de ce type. Elles sont composées de silicate, de fer et de nickel dans un mélange relativement hétérogène. Ces météorites sont extrêmement communes et forment 86% du total de toutes les météorites retrouvées sur notre planète. Ces cailloux ont commencé à former de petites planètes par accrétion, c'est-à-dire qu'ils se sont regroupés à certains endroits où la gravitation était plus importante, et à partir d'un diamètre d'environ 1000 km, la pression due à la gravitation est suffisante pour faire fondre la roche à l'état de magma. À ce moment, le fer migre vers le centre de la protoplanète et les silicates restent en surface à flotter. Si ce processus peut se continuer suffisamment longtemps, avec divers chocs, avec divers entrelacs, avec ajout de petites planètes qui viennent en choquer une plus grosse, et encore la récupération d'autres cailloux qui sont en orbite pas loin, vous finissez par obtenir une planète du genre de la Terre, dont le noyau est formé de fer et dont les silicates forment la croûte flottant au-dessus de ce noyau de fer. Bon, il faut bien le dire, c'est le résumé du résumé de la formation du système solaire pour les planètes rocheuses, mais ce qui est important de noter, c'est que les planètes rocheuses sont constituées des mêmes éléments de départ. Donc sur la Lune, aucune chance de trouver du dilithium, du neutronium, du green lanternium ou encore de la kryptonite verte pour tuer Superman. Rien que des roches qui ressemblent aux roches que nous avons sur Terre. Avant l'émission Apollo, il était impossible de déterminer de quelle planète pouvaient provenir certaines météorites. On voyait une ressemblance avec nos roches terrestres, mais avec quelques subtiles différences. Et c'est là que les missions Apollo vont prendre tout leur sens. Parce que les missions Apollo, ce n'est pas aller sur la Lune pour ramener des cailloux qu'on va mettre dans une vitrine. Dès la mission Apollo 14, les sites sont choisis en fonction de l'intérêt géologique qu'ils représentent. Les astronautes, à partir de la mission Apollo 15, seront formés à la géologie, et pour la mission Apollo 17, un astronaute sera un géologue. Il s'agit d'Harrison Schmitt, premier civil à participer à une mission Apollo. Les astronautes de la mission Apollo 15 ramèneront sur Terre un échantillon des plus anciens de la croûte lunaire, appelé Genesis Rock. Et pour la mission Apollo 17, Harrison Schmitt prouva, par des prélèvements, que le volcanisme sur la Lune fut actif à une période donnée. Les quelques 384 kilos de roches lunaires amenés par les missions Apollo ont permis de déterminer avec une très grande précision la composition isotopique des roches lunaires. On est capable maintenant de faire la différence à coup sûr entre une roche terrestre et une roche lunaire et attribuer l'origine lunaire
à une météorite qui tombe sur Terre si tel est le cas. Pour expliquer, c'est la différence qu'il y aurait entre deux restaurants qui fabriqueraient le même plat à partir des mêmes ingrédients en utilisant les mêmes épices, mais qui auraient un dosage différent d'épices d'un restaurant à l'autre. On serait capable de déterminer la provenance du restaurant en goûtant le plat. C'est un peu la même chose avec les roches lunaires. Si vous pensez que l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune et que les roches ramenées sont des roches terrestres, essayez tout simplement de faire passer une roche terrestre pour une météorite lunaire. Vous verrez tout de suite. Si vous arrivez à gruger un centre de certification, vous aurez une preuve indébunkable que la NASA vous ment. Je vous souhaite bonne chance pour y parvenir, parce que pas mal de petits escrocs ont essayé de vendre des cailloux comme étant des cailloux en provenance de la Lune, mais n'ont jamais réussi à obtenir la moindre certification d'aucun centre. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller voir les quelques liens vers les articles que notre ami Erika a écrits sur le sujet. Sinon, nous vous souhaitons une très bonne journée.